This meeting is being recorded. Bonjour à toutes et à tous. On va pouvoir commencer ce webinaire. Donc déjà, tout d'abord, merci à vous et bienvenue pour les nouveaux et nouvelles qui nous rejoignent cette année pour l'exercice de cette revue de projet. Donc pour petit rappel, l'objectif de ce webinaire, c'est donc de vous présenter les grands principes de la revue de projet et les quelques nouveautés de cette édition 2025. Donc notamment pour les cités nouvellement labellisées cette année qui vont faire l'exercice pour la première fois. Et on va pouvoir aussi surtout répondre à vos questions sur cette démarche, sur le questionnaire et sur les différents points que vous aurez et les modalités de Moi, ils m'ont saisie. parlé du questionnaire. Par contre, Mais alors, non, je vais vous demander mais par non, contre c'est de déjà bien pour. couper vos micros. Le webinaire, il est enregistré, hein, donc il sera mis en ligne après en replay sur la page YouTube de la coordination nationale et donc on transmettra le lien aussi sur l'espace de la grande équipe ainsi que le PowerPoint. Donc pas d'inquiétude si vous n'avez pas pu vous connecter ou vous pouvez pas rester ou vous avez d'autres questions. Donc à l'animation aujourd'hui, donc ce sera moi en première voix, donc Fiona Marquet, je suis chargée de projet cité éducative à l'ANCT et donc je serai accompagnée de Saïda Belaïd de la DGSCO qui est également connectée, que vous connaissez normalement, et ainsi que Nina Loga, que je laisse se présenter. Oui, bonjour à tous et à toutes. Merci à vous d'être connectés pour ce premier webinaire pour ma part. Donc, je suis nouvellement arrivée dans l'équipe des cités éducatives comme responsable des cités éducatives et donc voilà, ravie d'être avec vous aujourd'hui. Voilà, donc on sera toutes les trois donc, à l'animation. On va commencer donc au niveau de l'animation par une rapide présentation, donc comme je vous disais, de la revue de projet et différents rappels sur les aspects techniques notamment. On prendra vos questions, bien sûr, à la fin de la présentation. Alors, soit vous pouvez déjà en mettre dans le chat par écrit. On va peut-être pouvoir en répondre à certains ou certaines au fur et à mesure. Et sinon, dans tous les cas, à la fin, on se gardera un temps pour répondre à vos questions, soit avec une prise de parole, soit à l'écrit. Pour aujourd'hui, on va se donner une bonne heure au niveau de ce webinaire. Dans tous les cas, si à la fin, il vous reste des questions ou des interrogations, il ne faudra pas hésiter à revenir vers nous en nous écrivant un mail à l'adresse générique des cités éducatives et on pourra vous accompagner et répondre au maximum à vos questions. Voilà, donc on va commencer. Hop, si j'arrive à faire le PowerPoint. Donc, tout d'abord, le rappel du cadre général de la revue de projet. Donc, la revue de projet, c'est un exercice annuel qui est obligatoire et qui est prévu dans le cadre de la convention cadre. Et c'est notamment un exercice qui vous permet de faire un bilan annuel hein, du pilotage de la cité, un point d'étape. Et c'est surtout quelque chose qu'il ne faut pas confondre avec l'évaluation de la cité éducative. On est sur deux temps qui sont différents. Et pour ça, je vous invite notamment à consulter le guide d'accompagnement à l'évaluation qu'on a produit cette année au niveau de la coordination nationale, qui vous permettra de bien distinguer les deux temps. Euh, Point important également, bon remplissage de la revue de projet va conditionner aussi la délégation des crédits pour l'année prochaine. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut bien avoir en tête et d'où c'est important aussi de le remplir de manière la plus complète et possible. Au niveau des objectifs de cette revue de projet, on a, comme je vous l'ai mis dans le PowerPoint, des objectifs territoriaux et nationaux. Au niveau de votre territoire, on est sur une analyse de l'avancement donc du projet de cité et aussi dans une anticipation des perspectives à venir et du projet à venir pour l'année prochaine. Au niveau national, les informations qui sont issues de les revues de projet, elles concourent bien sûr au pilotage national de la démarche et nous, on utilise énormément les données que vous nous faites remonter parce qu'on a beaucoup de demandes, notamment des cabinets ministériels ou autres, sur l'activité et des cités éducatives, sur les thématiques des actions, etc. Donc c'est des choses sur lesquelles nous, on s'appuie aussi énormément
dans le cadre de l'animation du réseau et même après aussi au niveau de l'animation avec vous pour vous proposer des temps qui répondent aussi à vos besoins. Au niveau de l'organisation des revues de projet, elle est organisée en deux temps. Donc, il y a un temps au local. Donc, ça va vous concerner vous d'abord, hein, un temps d'échange et de concertation entre les différents acteurs du territoire. Et c'est ce qu'on a mis Dans le cadre cité éducative. Cité éducative, ouais, en c'est... fin d'année par les services de la préfecture, d'éducation nationale et de la collectivité, où l'idée c'est quand même d'associer au maximum les acteurs qui sont impliqués dans votre cité et d'organiser des réunions techniques en amont pour rassembler les éléments de bilan, etc. Parce que c'est vrai que ça se prépare, cette revue de projet, de manière collective. Ça, c'était, on va dire, le temps plus local. Et bien sûr, il y a un temps de remontée des informations au niveau national avec les deux questionnaires qu'on va vous demander de remplir pour cette année. La revue de projet donne lieu à une restitution qui aura lieu normalement au premier semestre 2026, donc avec un rapport de synthèse des revues de projet et un accès au data vive. Le data vive, c'est une forme de data visualisation des données qui vous permettent de faire des recherches croisées, d'accéder à des graphiques et autres comparaisons. Petite information, la synthèse des revues de projet 2025, nous, a pris un peu de retard cette année. Elle va être disponible là dans le courant de la semaine et on vous la mettra bien sûr sur l'espace de la grande équipe. La revue de projet, donc 2025, un petit rappel du calendrier. Donc, on a donc le webinaire d'accompagnement qui est donc aujourd'hui 14 octobre. Les liens personnalisés pour remplir la revue de projet vont vous être envoyés à la suite du webinaire, aujourd'hui ou demain. Et les données, bien sûr, sont à remonter pour le 31 décembre au plus tard. Comme pour les années précédentes, on utilise le logiciel le Sphinx pour renseigner la revue de projet. Donc ça, il n'y a pas de changement par rapport à l'année dernière pour ceux qui connaissent. Et pour renseigner donc cette revue de projet, on vous a demandé déjà à partir de juillet de nous désigner en fait un référent de saisie pour chaque cité éducative. Après, point important, ce n'est pas parce qu'il y a un seul référent de saisie officiel, c'est Sphinx en fait qui nous oblige à mettre un seul nom, que le travail ne doit pas se faire en concertation au niveau du local. Donc par contre, il faut nous transmettre, pour ceux qui ne l'auraient pas fait, donc actuellement il y a encore, je crois, 38 cités éducatives pour lesquelles nous n'avons pas de référent de saisie. Il faut nous les transmettre rapidement par retour de mail, parce que sans référent saisie, on ne peut pas vous envoyer les liens, et du coup, eh bien, vous avez moins de temps pour renseigner la revue de projet. On sait que c'est un travail qui est quand même conséquent. C'est un travail de bilan qu'on vous demande qu'une seule fois par an, mais qui est conséquent. Donc c'est vrai que plus on a les référents dès aujourd'hui, dès demain, on peut vous envoyer les liens au plus vite. Euh, Si vous êtes référent de saisie, ça peut arriver pour plusieurs cités éducatives. Vous allez recevoir des liens différents pour chaque cité. Voilà, pour remplir vraiment séparément. Vous avez la possibilité, et ça vous l'avez mis dans le mail, donc je vais y revenir dessus, mais la revue de projet est en deux parties, il y a deux questionnaires, vous avez possibilité d'avoir un référent différent pour la partie 1 et la partie 2. Faut nous le signaler, mais ça c'est possible. Et si au cours de la période, pour X raison, il y a besoin de changer de référent de saisie, un congé, maternité, un arrêt maladie ou je ne sais quoi, c'est possible aussi, il faudra revenir vers nous et on fera les modifications en fonction. Les questionnaires. Donc, comme je vous disais, la revue de projet, elle est divisée en deux parties qui donnent deux questionnaires et qui donnent lieu à deux liens Sphinx différents. Sur le format, on est sur donc un format qui est identique à la revue de projet 2024 hein, pour ceux enfin pour 2025, euh, pour ceux qui ont déjà pu la renseigner. Donc la première partie, c'est la partie bilan. Elle est composée de 8 volets. On a le premier volet identification de la cité, un deuxième volet gouvernance, un troisième volet ingénierie qui lui va regrouper les différents items en lien avec l'évaluation, les relations avec les autres cités, la communication, etc. On a un volet sur le déploiement opérationnel qui comprend notamment la question de l'articulation
de la cité avec les outils et les différents dispositifs du territoire. On a un volet sur les questions thématiques qui, elles, changent chaque année, mais j'y reviendrai. Un volet sur la gestion budgétaire et les financements et un volet avec des éléments de synthèse. Voilà pour la première partie. Et la deuxième partie, qui est le volet action. Ça, c'est une petite nouveauté qu'il y avait eu en 2023, où on avait séparé les deux parties de la revue. Et donc, c'est là où vous allez renseigner l'ensemble des actions qui ont été mises en œuvre au niveau de la cité éducative, et avec les crédits notamment de la cité éducative, et qui permet ensuite, mais ça j'y reviendrai, de créer un catalogue d'actions que vous pouvez consulter. La partie 1. Donc là, je vais revenir un petit peu plus en détail sur chaque partie et les petites spécificités de chacune. Donc la partie 1, la partie bilan global de la cité. Petit rappel technique. Il sera possible, vous verrez, de compléter le questionnaire en plusieurs étapes. Quand vous commencez à remplir le questionnaire, les réponses, elles sont enregistrées automatiquement. Donc pas d'inquiétude. Quand vous vous reconnecterez, vous retomberez là où vous en étiez arrêté. Par contre, il faut bien garder votre lien personnalisé qu'on va vous envoyer. C'est celui-ci qu'il faudra réutiliser. Et c'est pour ça qu'on vous demande de ne pas le diffuser. Et vraiment, ça doit être resté un lien personnel pour les référents de saisie. À la fin du questionnaire, vous aurez la possibilité de télécharger au format PDF l'ensemble des réponses que vous avez apportées aux questions. Vous avez deux méthodes pour télécharger. Vous avez donc la première méthode se fait juste avant la validation finale du questionnaire. Hop, voilà. Quand vous arrivez à la fin, vous arrivez à cette page. Ils vont vous demander notamment si vous voulez déposer des documents complémentaires, ce que vous pouvez faire. Et vous avez donc en bas à droite le bouton enregistrer. Avant de cliquer sur enregistrer, vous pouvez donc télécharger le document en PDF. Vous notez qu'une fois que vous avez fait sur enregistrer, vous pouvez plus modifier et revenir sur vos réponses. Donc c'est pour ça que c'est important aussi voilà, de le relire ou de bien voir avant, mais sur ça. Il y a une deuxième méthode pour télécharger vos réponses si jamais vous avez oublié de le télécharger avant d'enregistrer. Là, c'est la méthode 2. Mais là, on vous a mis tout dans le PowerPoint, donc vous pouvez revoir. Et de toute façon, si à un moment il y a un souci, vous n'y arrivez pas, pareil, vous nous contactez et nous, on arrivera à vous sortir l'extraction si vraiment vous n'y arrivez pas. Comme pour l'année dernière, on a deux parties qui sont pré-remplies au niveau du questionnaire par rapport aux données transmises précédemment. Vous avez la partie identification de la cité éducative. Donc là, ça va être les périmètres, les QPV, etc. Et toutes les données budgétaires passées. Vous avez la possibilité d'actualiser les informations si celles-ci ne sont pas justes. Donc la liste des QPV labellisés et les nouvelles numérotations, notamment des QPV, le nom du collège chef de file et les données budgétaires, par contre, uniquement 2024. Vous pouvez pas revenir sur 2023, bien sûr. 2024, c'est parce que peut-être entre ce que vous avez rempli l'année dernière et les données de cette année, il y a peut-être eu des évolutions et donc voilà, vous pourrez modifier. Pour les cités nouvellement labellisées, normalement, les informations d'identification sont pareilles, pré-remplies. Pas de données budgétaires, mais ça, c'est normal, vu que vous n'étiez pas encore cité lors de la dernière revue de projet. Si toutes les informations pré-remplies sont conformes, vous n'avez pas besoin de ressaisir les informations. Voilà, vous les modifier s'il y a un problème et une correction à apporter. Donc voilà, ça ressemble à ça. Vous verrez, de toute façon, c'est exactement la même chose que l'année dernière, mais pour avoir un petit ordre d'idée à quoi ça ressemble. On va vous demander, donc, vous pourrez actualiser les données 2024 et on va vous demander les données financières 2025. Donc, alors, sur l'exercice budgétaire 2025. Pour le P147 et les autres financements, vous verrez, c'est assez intuitif hein, au niveau des questions. Donc, on vous demande les autorisations d'engagement et les différents crédits de paiement pour cette partie financière. Sur la partie fonds de la cité, je vais laisser Saïda revenir avec vous sur ça. Saïda. Oui.
bonjour à toutes et à tous. Alors voilà, donc je suis chargée d'études au Bureau de l'éducation prioritaire et des territoires, en charge notamment de la démarche des cités éducatives. Peut-être rapidement sur le fond de la cité, rappeler que c'est vraiment l'instrument qui a été créé, un instrument financier pour pouvoir financer des actions sociales et éducatives en direction des élèves du premier et du second degré dans le cadre du projet de la cité éducative. Cette gestion du fonds, elle est confiée au collège chef de file qui est accompagné dans cette mission par le secrétaire général au sein de l'établissement. C'est bien le chef de file qui gère pour l'ensemble des établissements et des écoles qui sont associés aux membres de la cité éducative et qui ont été identifiés notamment dans le cadre de la convention de mutualisation du fonds de la cité. Donc, je rappelle juste pour les nouvelles cités labellisées que nous sommes à l'attente des conventions de mutualisation qui sont des annexes à la convention cadre pour le 31 décembre. Donc, si vous rencontrez des difficultés concernant cette convention, n'hésitez pas à nous saisir via la boîte mail. Et justement, j'en profite à ce titre puisque souvent les principaux des collèges, voire les délégués du préfet nous sollicitent sur des questions spécifiques à la gestion du fonds de la cité. Donc, on a bien identifié qu'il y avait un besoin ou un besoin d'éclaircissement, d'accompagnement de la part du national pour la gestion de ces crédits, notamment sur les questions de report, sur la question de l'année civile. Donc, nous allons organiser un webinaire à destination des chefs d'établissement le 7 novembre prochain. Donc, les référents académiques seront prochainement informés. Mais voilà, je voulais vous en parler pour les personnels de l'éducation nationale pour que vous puissiez bloquer cette date dans vos agendas. Donc, un webinaire national dédié aux principaux des collèges chefs de file pour poser et répondre aux questions sur la partie vraiment P230, report de crédit, année civile et les codes d'activité qui parfois interrogent certains d'entre vous. Donc voilà, le webinaire le 7 novembre. Sur cette partie-là, ce qui est attendu principalement, c'est vraiment de reporter les enveloppes du crédit P147, hein, donc les 15 000 euros qui sont pas des crédits en plus, mais qui sont vraiment intégrés à l'enveloppe globale des cités éducatives, les crédits du programme 230 et les autres financements qui reviendraient de la collectivité, de la CAF ou du département et qui viennent en soutien, en complément du fonds de la cité. L'idée, c'est vraiment d'identifier pour nous, avoir un petit peu une moyenne et de voir combien représente cette enveloppe qui est abondée à parité par les deux programmes et de voir comment, et c'est des éléments qu'on avait déjà identifiés dans les revues précédentes, comment parfois cette enveloppe peut être sous-utilisée et voir aussi comment cette enveloppe pouvait faire l'objet de reports par les chefs d'établissement. L'idée, c'est aussi de rappeler quel est le public bénéficiaire direct du fonds de la cité. Les années précédentes, on avait identifié que les élèves du collège chef de file étaient principalement les principaux bénéficiaires. Là encore, on voit progressivement que les élèves du premier degré bénéficient largement des crédits du fonds de la cité, mais l'objectif étant que les autres EPLE, les lycées par exemple, ou les autres écoles qui sont dans le périmètre de la cité éducative puissent largement bénéficier aussi de cette enveloppe dédiée. Sur la partie proprement dite des actions et du détail des actions, on le verra dans la deuxième partie du questionnaire, puisque voilà, là, sur ce stade-là, on est vraiment sur la question des budgets qui sont alloués au fond de la cité. Sur la question de l'articulation avec les dispositifs du ministère de l'Éducation nationale et plus largement sur les questions d'articulation avec l'ensemble des dispositifs, peut-être rappeler qu'il y a un postulat voilà, vraiment qu'on aime rappeler ici, c'est qu'il ne s'agit pas d'articuler les dispositifs avec la cité, mais bien de les articuler et de les mettre en cohérence au sein de la cité. L'enjeu, c'est bien de passer d'une simple coopération, de coordination, plutôt à une véritable coopération et intégration des moyens. Là encore, les différentes revues de projets successives nous ont montré comment le chemin était. Enfin, on avait bien avancé collectivement sur cette question de l'intégration des dispositifs. Fiona y reviendra tout à l'heure sur le schéma de maturité. Mais la partie qu'on vous invite là à renseigner, c'est vraiment de comprendre est-ce que réellement on est plutôt sur une logique de fusion des instances,
de recherche uniquement de communication, d'échange d'informations, ou comment, par exemple, le projet académique fait partie à part entière de la démarche des cités éducatives, du projet territorial. On est au sein des directions académiques, on le voit comment il y a une réelle volonté de pouvoir faire que la cité éducative est bien la démarche chapeau et que les différents projets académiques, projets de réseau s'intègrent de plus en plus de manière cohérente à la démarche. Et c'est le sens des questions qu'on vous pose sur cette partie-là, notamment sur les dispositifs tels que vacances apprenantes, ouvrir au EPRE, ouvrir l'école aux parents. On voit que ce dispositif est peut-être moins lisible dans la démarche ou dans le projet de territoire. Donc, c'est pour nous important au sein du bureau d'éducation prioritaire de voir comment ces dispositifs participent à la montée aussi en charge de la démarche des cités éducatives sur le volet partenarial. Et puis aussi sur un dispositif beaucoup plus récent avec l'accueil élargi 8h-18h, où là encore, on voit comment c'est les différents échanges qu'on a pu avoir avec les chefs d'établissement, comment le fait d'avoir été en cité éducative a facilité la mise en place du dispositif 8h-18h, de part notamment par la connaissance des partenaires locaux, ou tout simplement la logique de projet, de travail en mode projet qui était déjà bien installée. Peut-être vous dire aussi que nous allons mener tout un travail aussi de réflexion au niveau du bureau de l'éducation prioritaire sur la démarche des cités éducatives avec les internats d'excellence. Voilà, c'est là aussi les revues de projets précédentes nous ont permis de voir que peut-être les synergies n'étaient pas si simples que ça sur les territoires. Et dans le cadre de cette revue de projet, vous avez bien évidemment des questionnements sur les dispositifs, j'allais dire, historiques et traditionnels de l'éducation nationale, mais sur l'ensemble des dispositifs qui concourent à l'égalité des chances et qui participent à la démarche des cités éducatives, qu'il s'agisse du programme de réussite éducative ou bien encore des projets éducatifs territoriaux qui sont coportés par les collectivités et les différents partenaires. Voilà, Fiona, je te repasse la parole. Ok, merci beaucoup Saïda. Donc du coup, comme Saïda a commencé à l'évoquer, petit rappel Hop, alors ça c'est effectivement sur... Vous verrez hein, dans le PowerPoint, on a donc l'articulation, ça se présente comme ça. Et tout le principe même des questions, c'est qu'en fonction de vos réponses, ça détermine d'autres questions, etc. Donc comme Saïda le mettait, donc on a remis cette année le schéma de maturité de la cité éducative. C'est quelque chose qui avait été mis en place l'année dernière, donc ça ressemble à ça hein, pour ceux qui avaient déjà rempli la revue de projet l'année dernière. Donc ça vise à s'interroger sur la maturité partenariale de la cité éducative en fonction élaborée donc à partir des indicateurs de la revue de projet de 2023. Donc il s'agira donc d'observer la corrélation, ce qu'on vous a mis dans ces mêmes indicateurs en 2025 au regard du positionnement que chaque cité indiquera en répondant à trois questions. Voilà, donc c'est un peu un auto-positionnement aussi de votre niveau de maturité en termes de partenariat au niveau de la cité éducative. Pour les petites nouveautés, on va dire, de 2025. Les questions thématiques, tout d'abord. Donc, comme je vous indiquais en début, ce sont des thèmes qui changent un petit peu tous les ans. Donc, cette année, on a remis alors, la petite enfance, donc 0-6 ans, qui était déjà présente dans la revue de projet l'année dernière. On a mis la thématique de la santé mentale des 16-25 ans et de la prévention de la délinquance. Ce petit focus, en fait, nous, ce sont des thématiques qui soit sont ressorties, soit sont liées à l'actualité ou à des préoccupations un petit peu au niveau national et pas que, sur lesquelles on trouve un intérêt à voilà, avoir un focus un petit peu cette année ou un regard un petit peu plus particulier et où on vous demande de nous faire remonter les actions qui seraient spécifiquement sur ces thèmes. Sachant que vous pourrez mettre toutes les actions, bien sûr, dans la partie 2 du questionnaire. Après, si vous n'avez pas d'action spécifique sur ces thèmes-là, vous ne renseignez rien. Enfin, voilà, vous mettez que si vous avez voilà, des actions sur ces quatre thèmes de 2025, si j'ai envie de dire. Autre nouveauté, mais là qui ne concerne qu'une partie des cités, donc plus spécifiquement les nouvelles cités éducatives, on vous a fait une partie sur les fonds d'amorçage. Voilà, vous avez tous et toutes pardon, reçu des fonds d'amorçage en 2024 et on vous demande dans cette partie-là de nous indiquer comment ont été dépensés les fonds
Alors, vous avez une partie un peu verbatim à nous expliquer peut-être la stratégie qui avait été opérée sur votre territoire et un tableau à remplir avec les actions mises en place. Ce qu'on vous demande, c'est vraiment les actions financées sur les crédits 2024. Les actions qu'il y aura à mettre dans la deuxième partie seront les actions financées sur les crédits 2025. Voilà, donc c'est pour ça que vous retrouvez les fonds d'amorçage pour les nouvelles cités uniquement dans cette partie-là. Petit rappel également, et ça c'était déjà présent l'année dernière, sur ce qu'on entend par participation des habitants et des enfants. Donc, depuis 2023, on a bien fait une différenciation entre ce qu'on vous demande sur la participation des enfants, jeunes, parents et habitants au fonctionnement de la cité, qui là va se retrouver dans la partie 1 de la revue de projet, dans la partie plutôt gouvernance, comment ils sont intégrés, si je peux un peu dire ça comme ça, à la gouvernance et donc à la participation des habitants et jeunes. Et on différencie ça du public cible des actions. Donc les publics vraiment qui vont être touchés par les actions mises en place, qui là vont être demandés dans la partie 2 et donc dans le volet action. Voilà, ça c'est juste un rappel, c'était déjà le cas l'année dernière, mais c'est juste une petite précision pour que vous l'ayez bien en tête. Donc là on en a terminé avec la partie 1, qui est la grosse partie du bilan général, et donc la partie 2, qui donnera lieu à un deuxième lien, si vous avez bien suivi. On a deux parties, donc deux questionnaires, donc deux liens Sphinx différents. Comme je vous ai dit en introduction, possibilité d'avoir un référent différent pour cette partie 2 par rapport à la partie 1. Les données sont à renseigner également au 31 décembre. On est comme sur le questionnaire principal. Sur le format, on a quasiment pas changé par rapport à l'année dernière. Donc les questions sont les mêmes que l'année dernière aussi. Je vais revenir après. L'objectif, en fait, on avait eu en scindant un peu cette revue de projet en deux parties et donc de faire un volet action vraiment à part, c'est la constitution, en fait, ce qu'on appelle un catalogue des actions. Hop. Ça, voilà, ce sera ça, c'est une phase exemple, qui après, en fait, vous est accessible à tous et toutes en temps réel. C'est-à-dire que quand vous allez renseigner une action, vous allez pouvoir la retrouver dans ce catalogue et peut vous permettre à vous de faire des recherches croisées sur un territoire, une thématique, et donc de voir un petit peu, vous donner une visibilité sur ce qui est fait au niveau national, départemental ou autre, au niveau des cités éducatives. À noter que les informations financières et budgétaires ne sont pas présentes dans le catalogue. Ça reste il y a que nous qui avons accès à ça quand vous renseignez une action. Donc ça ne sera pas visible sur le catalogue. Comme on l'a dit aussi précédemment, donc sur cette partie 2, il faut mettre l'ensemble des actions qui ont été réalisées ou financées sur les crédits 2025, y compris les actions pour le fonds du collège chef de file. Vous aurez quelque chose pour cocher, pour bien signaler que c'est une action financée dans le cadre du fonds du collège. Et ensuite, le nombre d'actions est illimité. Bon, normalement, vous n'avez pas à en mettre non plus une quantité énorme, mais en tout cas, voilà. Ça, il n'y a pas de limite là-dessus. Pour le renseignement, là, c'est un petit peu différent par rapport à la partie 1. Vous ne pouvez remplir qu'une seule action à la fois. En fait, vous avez des fiches actions, comme celle-ci, ADMAS qui nous sert d'exemple. Et donc, vous pouvez remplir qu'une seule action à la fois. Vous avez la possibilité également d'enregistrer, avant l'enregistrement final, pardon, de télécharger la fiche de votre action pour la sortir au format PDF. Et surtout, il faut bien penser, quand vous avez terminé, à bien enregistrer votre saisie pour valider votre action, parce que tant que vous ne validez pas, vous ne pouvez pas accéder à la saisie d'une nouvelle action. Et par contre, attention également, une fois que vous avez enregistré, vous n'avez plus la possibilité de modifier votre fiche action. Pas d'inquiétude là encore, si à un moment il y a un problème, et ça peut arriver, vous nous le signalez. Nous, on peut de notre côté supprimer une action si vous nous dites que vous vous êtes trompé dans la fiche, etc., et que vous avez validé un peu trop vite ou autre. Nous, on a la possibilité de supprimer et vous pourrez la ressaisir. Ça, il n'y a pas de souci. Dans tous les cas, s'il y a des difficultés pour la saisie, nous, on a créé un tutoriel l'année dernière
qui est disponible sur l'espace de la grande équipe et qui sera aussi en lien actif sur le PowerPoint pour justement vous accompagner dans la saisie des actions. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble, les fiches actions. Hop, et voilà. Et bah écoutez, nous avons terminé sur cette présentation. Je le redis du coup pour ceux qui n'ont pas encore transmis, donc pour les 38, je crois, cités qui n'ont pas encore transmis leur référent de saisie, faites-le nous parvenir rapidement. Petit message également, on s'est rendu compte en vous envoyant les mails pour les référents SCSI, etc., on a quand même beaucoup de personnes qui ne sont pas encore inscrites dans l'annuaire général des cités éducatives. Et c'est vraiment important pour qu'on ait les bons contacts et que vous ne perdiez pas d'informations. Je vous ai remis aussi en lien actif le lien vers l'inscription de l'annuaire. Mais voilà, donc on va prendre après les questions. En tout cas, Saïda, je vais te laisser rouvrir aussi ton micro si tu veux répondre en même temps que Oui, nous. merci beaucoup Fiona. Peut-être Saïda, je vais te laisser la parole. J'ai noté 3 questions pour l'éducation nationale. Une question sur les subventions partenaires privés, mais à laquelle tu as pu répondre. Une question organisationnelle concernant le webinaire du 7 novembre pour savoir l'horaire, mais je crois que c'est en cours de Voilà. définition. Et sur l'utilisation des crédits P 230 en année scolaire. Alors, donc le webinaire, donc les intervenants, donc Fiona, on m'entend bien ou pas? Parce que j'ai Oui, toujours, ça va? Ok, ouais, ouais. merci. Donc la direction des affaires financières interviendra ainsi que le bureau en charge du budget pour pouvoir répondre notamment à toutes les questions qui sont restées en suspens que vous m'avez adressées. Donc le webinaire se tiendra le matin. Donc pour l'instant, on est sur un créneau 9h30, 11h. Donc voilà, à confirmer, mais ce sera forcément le matin, dans la matinée, pardon. Donc la question, c'était ensuite, pardon, sur l'année scolaire, c'est ça la question des crédits en année scolaire, je crois. Oui, c'est ça. Donc, en fait, on a avec la NCT, depuis maintenant l'année dernière, essayé d'avoir un fonctionnement en année civile. Donc, je pense que maintenant, côté 147, les choses sont en train de progressivement de se mettre en place pour raisonner année civile. On souhaitait avoir cette même démarche pour le P230 sur la gestion du fonds de la cité, ce qui nous permettrait vraiment d'avoir une visibilité sur l'utilisation des crédits sur une année civile, même si nous sommes tout à fait conscients que c'est compliqué pour les chefs d'établissement de raisonner en année scolaire, en année civile, et que la logique, c'est plutôt l'année scolaire. Donc, voilà, on vous invite à, mais on sait très bien que c'est compliqué. L'idée pour nous, c'est vraiment peut-être avoir ça à l'esprit, de voir comment est-ce que les crédits sont utilisés dans leur intégralité ou pas. Donc, nous, ce qu'on souhaiterait éviter, mais bon, de là où nous sommes, c'est peut-être assez facile à demander. Ce qu'on souhaiterait, c'est vraiment d'avoir une visibilité sur la consommation des crédits et éviter le moins de reports possible. Donc, c'est un peu aussi le sujet du webinaire du 7 novembre pour voir comment la question des reports des crédits peut être réglée du fait de ce passage en année civile qu'on vous demande. Voilà, sachant que, bien évidemment aussi, les crédits, peut-être Fiona, tu l'as dit, mais je répète, les crédits ont été délégués cette année assez tardivement. Donc, ce qui met aussi en difficulté peut-être un certain nombre d'entre vous voilà, pour cette année rendre compte. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de voir comment les chefs d'établissement peuvent être sur la même logique de l'année civile et de voir comment l'utilisation des crédits se fait établissement par établissement, voire cité éducative plutôt par cité éducative. Voilà. Et de pouvoir aussi, en toute transparence, pouvoir aussi répondre aux sollicitations des services de la préfecture, notamment sur la gestion du fonds. Je rappelle juste que cette gestion, si elle est à la main des chefs d'établissement, elle se veut être collégiale et c'est bien la Troïka qui échange voilà, sur appel à projet, pas appel à projet, public cible. On a vu sur certaines cités éducatives que chaque année, parfois, il y avait des priorités. Une cité éducative va considérer que la gestion du fonds de la cité va être plutôt dédiée aux élèves du premier degré, l'année suivante au collège. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment d'utiliser ce fonds avec une grande souplesse, comme il est noté dans la convention de mutualisation, mais qu'on ait quand même une visibilité de plus en plus fine
du sujet, puisque ça fait partie des questions qui nous ont été notamment soumises dans le cadre du rapport, du travail aujourd'hui de la Cour des comptes sur les cités éducatives. Peut-on utiliser les crédits du BOP 230 sur 3 ans comme indiqué sur la notification? Je pense que vous parlez de la notification. Alors, nous, on n'a pas indiqué de notification sur 3 ans. Pour le 230, c'est bien une notification, nous déléguons les crédits au niveau des académies et les académies délèguent aux EPLE et c'est bien annuel. Avec le décalage dans le temps, je vous l'accorde, puisque cette année, je crois que les crédits, nous avons délégué les crédits aux académies en début juillet. Mais nous ne sommes pas sur des crédits voilà, sur 3 ans, mais c'est bien annuel. Est-ce que j'ai répondu à toutes les questions? Je- Alors, je vois une question notamment, genre, je les prends peut-être, c'est peu Vas-y, les vas-y. dernières, mais Ah oui. de Monsieur Dessein, les organismes d'évaluation nous demandent une part importante de nos crédits pour réaliser l'évaluation de la cité éducative. Comment faire pour que cela, ça reste raisonnable? Alors ça, bon, comme je vous disais, hein, sur l'évaluation, on vous invite quand même à consulter le guide qu'on a pu mettre en ligne parce qu'on vous donne aussi des éléments pour ça. Après, au niveau du choix de l'évaluateur, vous avez différentes possibilités, hein. Vous avez les cabinets de conseil, vous avez aussi des universitaires, les CRPV aussi. Donc voilà, il faut aussi un peu voir en fonction de ce que vous avez envie et besoin en termes d'évaluation. Et ça, c'est vraiment au niveau de la cité et de la Troïka qu'il faut que ça se réfléchisse. Nous, ce qu'on peut, en tout cas, vous communiquer, ce qu'on vous avait demandé en 2024, c'est une liste avec les évaluateurs qui sont recensés des différentes cités éducatives. Donc ça, si vous avez besoin, on peut vous transmettre une liste. Après, il n'y a pas de jugement ni de coût, de prix, ça, on peut pas vous le dire. Mais ce qu'on peut vous dire là-dessus, c'est effectivement, hein, on sait que l'évaluation, c'est un coût. C'est quelque chose qu'il faut voir sur du moyen terme, hein. On n'est pas forcément que sur de l'annuel. Mais il faut aussi voir en fonction de vos attentes et de choisir l'évaluateur qui correspond à votre besoin et vos attentes. Oui, peut-être en complément également, vous dire que si vous avez un sujet, que vous êtes en cours de négociation avec un évaluateur ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à contacter la coordination nationale. On peut vous accompagner là dans la définition peut-être un peu plus précisément de vos besoins. Vous pouvez faire intervenir un évaluateur à différentes phases, au moment de la préparation de la méthode, au moment de la mise en œuvre, pour de la valorisation. Enfin voilà, ça se travaille, ça se négocie aussi en fonction de votre budget, de vos besoins et de vos ressources en interne. Voilà. Pour les autres questions, donc on avait aussi une question au début du webinaire, Fiona y a répondu, mais peut-être le rappeler concernant les cités éducatives qui ont bénéficié d'un fonds d'amorçage et les nouvelles cités donc, qui sont labellisées là, en 2025. Oui, une partie du questionnaire sera dédiée à l'utilisation de ces fonds d'amorçage. Il y a une question aussi donc, un peu différente, mais qui demandait s'il était possible pour les cités éducatives qui ont rempli des actions l'année dernière de dupliquer ces saisies-là s'ils ont reconduit l'action en 2025. Non. Je Voilà, crois pas, donc non. oui, c'est pour être Mm. sûr, mais donc non, c'est pas, ça n'est pas possible, sauf, donc c'est pour ça qu'on vous invite à télécharger les fiches actions et les tableaux à chaque fois, donc cette année, bien le garder pour l'année prochaine. Comme ça, vous pourrez effectivement faire ces manipulations-là, mais vous n'avez pas la possibilité là d'y accéder si vous n'avez pas fait les sauvegardes l'année dernière. Et je Euh, complète avec une question de Madame Ourgo qui nous demande effectivement, devons-nous renseigner toutes les actions mises en œuvre ou pouvons-nous renseigner celles qui nous semblent les plus structurantes? Non, vous devez renseigner toutes les actions qui ont été faites au niveau de la cité éducative, qui sont valorisées au titre de la cité éducative, et notamment s'il y a des crédits cité éducative 2025. Nous, on a besoin au niveau coordination nationale de savoir comment ont été utilisés les crédits de cette année, et du coup, il faut nous mettre l'ensemble des actions. oui, toujours sur cette question de quelles actions sont à renseigner, il y a une question de la cité éducative de Bordeaux qui indique avoir 160 actions, donc on entend que c'est un gros travail. Et si cela était possible de regrouper des actions, j'aurais tendance à dire non, sauf si vous avez une même action qui a été faite, vraiment exactement la même sur plusieurs publics, évidemment, ben là, à regrouper, hein, si c'est le même porteur, les mêmes objectifs, que ça rentre dans le même axe, forcément. Mais en revanche, pas, non, non, il faut vraiment remplir une action
par fiche action. C'est vraiment précieux pour nous, comme disait Fiona, pour la visualisation de ce qui se passe dans les cités, mais c'est aussi une ressource précieuse pour vous tous parce que c'est ce qui permet aussi de mettre en réseau et d'avoir une approche plus fine des démarches territoriales. Donc voilà, on vous remercie pour ce gros travail. Il y avait d'autres questions. Est-ce que les actions qui se déroulent en fin d'année 2025, donc j'imagine ceux qui prennent de l'avance et qui remplissent la revue de projet dès maintenant, il faut quand même les remplir dans la revue de projet, évidemment. On ne vous demandera pas un bilan aussi détaillé que ce qu'on peut, par exemple, vous demander sur Dauphin en préfecture. Donc, si vous n'avez pas le retour des professionnels sur l'action, ça ne sera pas bloquant pour la saisie des actions dans Sphinx. Et ça a fait le lien avec une autre question qui a été posée, de savoir est-ce qu'il était possible de créer une interface entre Sphinx et Dauphin. On aimerait beaucoup vous permettre cela. Malheureusement, ça n'est pas possible. Et vous verrez que pour ceux qui n'ont jamais rempli de revue de projet, la revue de projet va beaucoup plus loin, en tout cas, et sur des aspects un peu plus qualitatifs peut-être. Enfin, voilà. En tout cas, on ne vous demandera pas une réplique. Par contre, si vous avez rempli des bilans Dauphin, que vous les avez, ben, n'hésitez pas voilà, à faire ces copier-coller-là pour vous faciliter le travail, évidemment. Ouais, je complète juste un peu ce que disait Lina. Effectivement, hein, pardon pour ma voix. Vous aurez compris que j'ai un petit peu perdu la voix aujourd'hui. On n'est pas du tout sur les actions qui, effectivement, là, on sait, hein, comme Saïda l'a dit, les crédits ont été délivrés très tardivement, donc on se doute bien qu'il y a des actions qui n'ont pas encore commencé ou vont commencer. C'est pas grave. Les actions peuvent avoir commencé en 2025 et se poursuivre en 2026. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est au niveau des crédits et de l'utilisation des crédits. Si l'action n'est pas terminée ou si elle va se poursuivre sur l'année prochaine, il n'y a aucun souci là-dessus. Et comme disait Nina, dans la fiche action, on vous demande surtout une description de l'action, ses objectifs et comment ils vont être mis en œuvre. Mais on vous demande pas un bilan à proprement parler. Ça, c'est vraiment plus au niveau de Dauphin. Donc, on est un peu plus léger sur cette fiche action que peuvent l'être sur Dauphin. Voilà. Peut-être sur la question, pardon Nina, sur la question de la convention de mutualisation et la durée des 3 ans, les notifications portent effectivement sur la durée de la labellisation. Donc le label est octroyé pour 3 ans. Et donc vous avez peut-être, vous parlez de la notification, alors je ne sais pas si vous parliez des courriers ministres, quand vous parliez de la notification des crédits, je pense que c'est ça, dont on avait fait apparaître les crédits du programme 230 sur 3 ans. L'idée étant qu'on reste sur l'annualité des crédits hein, pour la consommation des crédits. Donc, il s'agit bien j'allais dire, d'une enveloppe dédiée de 15 000 euros annuels. Et aujourd'hui, nous faisons preuve de souplesse dans la mesure où nous déléguons les crédits parfois même avant d'avoir la convention de mutualisation, puisque vous êtes un certain nombre d'entre vous à avoir obtenu, ce qui est bien normal, les crédits du Fonds de la Cité, alors que la convention de mutualisation ne nous est pas encore parvenue, ce qui n'était pas forcément, ce qui était possible sur les crédits du P147, je crois, mais 230, nous n'avions pas forcément apporté de précision sur ce point. Donc, il s'agit bien de l'utilisation des crédits annuels sur le P230 et non pas sur 3 ans pour utiliser l'ensemble des crédits qui sont affichés dans les notifications des courriers envoyés par les ministres de 3 ans. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment, et d'ailleurs, cet échange est intéressant. Donc, ce qui veut dire que où les reliquats sont suffisamment importants d'année en année, on a des reports qui permettent, j'allais dire, de ne pas tout utiliser, d'utiliser l'ensemble des enveloppes dédiées, ce qui peut interroger, ou qu'il y a une réelle difficulté à avoir des projets, ou voilà. Donc, c'est un petit peu aussi le sujet du webinaire du 7 novembre pour voir comment les chefs d'établissement aussi gèrent cette enveloppe au regard de la mécanique du P147 et du P230 qui pose une réelle difficulté pour un certain nombre d'entre vous, puisqu'on a été saisis à ce sujet. Mais on est bien sur le P230 en année civile, 15 000 euros, et à l'identique pour le P147. Puisque vous justifiez, je crois, à chaque fois, les chefs d'établissement, sauf erreur de ma part, Fiona, la saisine sur Dauphin est-elle annuelle ou tous les 3 ans? Non, elle est bien annuelle. Donc, c'est le même exercice pour le P230. Merci, Aïda.
Je remonte un petit peu. Il y avait une question de Bruno Gomez, il me semble. Sur le volet action, on a la revue de projet, la synthèse, qu'il a fait une synthèse écrite qui est publiée tous les ans. Donc celle de cette année va arriver, elle est un petit peu en retard, et qui est là, est disponible sur la grande équipe. Et pour le volet action, c'est le catalogue des actions, comme je disais tout à l'heure, où vous pouvez consulter les actions qui sont faites chez vous ou ailleurs. Voilà. Voilà, également en complément, si vous souhaitez, ça c'est vraiment voilà, en plus sur les revues de projet antérieures, par exemple, si vous avez le souhait de construire une action sur une thématique spécifique, ou que vous avez aussi envie de voir comment travaillent les autres cités sur une thématique, ça c'est pareil, vous n'hésitez pas à demander à la coordination nationale par mail qu'on vous fasse une extraction thématique sur un sujet, et là on vous communique. En revanche, on ne communique pas le fichier total, évidemment, de manière systématique, mais par contre, on a la possibilité d'aller voir dans les années antérieures. Il y avait également une question sur la possibilité d'avoir une trame vierge de la revue de projet pour la faire en amont et ensuite, voilà. Ça, normalement, ça vous avait été envoyé cet été par la coordination nationale. Peut-être qu'à ce moment-là, vous n'étiez pas encore inscrit sur l'annuaire, mais en tout cas, ça pareil, n'hésitez pas à nous réécrire. On vous l'envoie sans souci en version Word pour que vous puissiez le remplir. Et ça fait le lien avec une autre question qui nous a été posée, de savoir est-ce qu'il était obligatoire de présenter cette revue de projet au COPIL. Aucune obligation, nous, de notre côté, en tout cas, sur cette présentation au COPIL. C'est quelque chose qui est recommandé. Ça permet de faire un bilan annuel. C'est un moment qui peut être intéressant pour tous, hein, de le faire peut-être en amont ou en aval. C'est vous qui gérez ça au local en fonction de vos habitudes de travail. Et voilà. Mais effectivement, comme disait Nina, on l'encourage parce que la revue de projet, même si c'est un bilan, c'est un travail collectif. Et donc après, ça dépend des cités, ça dépend des territoires. Il y en a, ils doivent le faire valider ou autre en copile. Ça dépend de l'organisation de votre OIA. Mais c'est pas quelque chose qui doit être fait, entre guillemets, par une institution un peu dans son coin, je caricature. C'est vraiment les trois institutions principales, mais aussi les partenaires principaux de la cité qui doivent être associés pour ce temps de bilan et ce temps de partage. Voilà. Sur une autre thématique, une question qui nous a été posée au début du webinaire, s'entend-on par autre financement? Parce qu'on vous demande donc de remplir sur la partie budgétaire aussi si vous avez d'autres sources de financement, donc par exemple la CAF, la MIFDECA qui était inscrit dans le message. Il faut avoir en tête que vous devez remplir dans cette partie-là toutes les actions qui concourent au projet de la cité éducative, qui ont été pensées et réfléchies dans le cadre de ce projet collectif qui vous réunit. Ne pas forcément rentrer les actions qui relèvent uniquement de la CAF et qui existent, hein, sur le territoire depuis longtemps, par exemple, même si ça bénéficie aux jeunes, mais que ça ne s'intègre pas à la dynamique. En revanche, un projet qui existait antérieurement et qui reste financé par un partenaire de la cité, mais qui vient s'inscrire dans une logique commune et avec une institution, par exemple, qui est très active dans le COPIL, et vous considérez que maintenant, c'est vraiment une partie prenante de votre cité éducative, notamment la CAF, par exemple, pour la question qui nous a été posée, évidemment, mettez-le, inscrivez-le, et voilà. Ça, j'espère avoir été claire dans cette réponse, mais en tout cas, c'est la logique. Je ne sais pas si Fiona avait identifié d'autres questions, peut-être. Bon, voilà, bah, je viens de répondre, hein, pour... Alors, moi, je veux bien répondre à la question de la cité éducative de Marseille-la-Rose. Si le webinaire du 7 est ouvert à d'autres personnels extérieurs à l'éducation nationale, nous, on privilégie vraiment les personnels d'éducation nationale parce qu'on va rentrer dans une technicité assez pointue en matière de code d'activité, de reporting qui relève vraiment de l'autorité du chef d'établissement en tant que coordonnateur principal. On ne va pas être sur le volet du 147 avec la procédure Dauphin qui relève plus de l'accompagnement qui est fait notamment par les DRETS ou les délégués du préfet.
Donc, quand vous dites la gestion du fonds se fait à plusieurs, je pense qu'elle se fait la gestion en termes de répartition des crédits et peut-être aussi en matière d'actions à financer, mais non pas forcément en termes de comptabilité pure de l'EPLE. Voilà. Donc, c'était un peu l'idée de ce webinaire-là. On n'a pas vocation à parler des actions, on n'a pas vocation à parler des critères de sélection d'une action ou d'une autre voilà, au sein du projet du Fonds de la Cité. On sera vraiment sur des questions vraiment d'ordre juridique et comptable. Voilà, donc on était plutôt dans la volonté de nous adresser uniquement aux chefs d'établissement, secrétaires généraux. Voilà, j'espère que vous nous en tiendrez pas rigueur. Mais voilà, nos collègues de la NCT seront bien évidemment présents, mais on va éviter de parler des sujets côté 147 ou, je le redis, des critères d'attribution des crédits du Fonds de la Cité. Euh, oui, peut-être, Fiona va répondre à une autre question ensuite. Il y avait simplement pour vous dire là, les personnes qui demandent si leur mail a bien été pris en compte dans les référents de saisie. On a essayé de répondre au fil de l'eau, c'est un peu compliqué, il y a pas mal de messages. Si on ne vous a pas répondu maintenant, si vous avez un doute sur cette question-là, n'hésitez pas à nous renvoyer un mail. Mm. Mais sachez qu'on envoie des relances un petit peu régulièrement et de manière un peu insistante. Donc voilà, normalement, si vous n'êtes pas dans le listing, vous êtes au courant. Voilà. Actuellement, il m'en manque 38, hein. Donc la majeure partie a donné son référent de saisie. Juste Madame Montero, donc pour la cité de Pontoise. Pour les nouvelles cités, on peut mettre les projets prévus, même s'ils n'ont pas démarré ou seulement ceux qui ont démarré. Ceux qui seront financés sur les crédits 2025. Donc s'ils démarrent après, mais que, en gros, si les crédits ont été engagés, parce qu'il faut qu'ils soient engagés avant le 31 décembre, vous les inscrivez. Même si l'action aura lieu en 2026. C'est vraiment ce qui compte là, c'est sur quel crédit ils sont mis. Et du coup, là, vu que au niveau de l'État, les crédits doivent être engagés avant la fin de l'année, sinon ils sont perdus, ou ils remontent à l'État, voilà. Donc c'est dans ce sens-là. Il y avait une question sur l'évaluation, je ne sais plus par quelle cité, qui demandait si... Alors la question, on a mis, vous le verrez dans le formulaire, le budget total dédié à l'évaluation sur la période de la convention, donc sur les 3 ans de la convention. Après, ça reste un peu du prévisionnel. À noter également que les 30% d'ingénierie qu'on exige maintenant au niveau de l'enveloppe du P147 sont un seuil minimal. Si vous voulez faire plus que 30% sur l'ingénierie, vous pouvez. C'est-à-dire qu'on sait, comme Mincité l'a dit tout à l'heure, les frais d'évaluation sont assez onéreux et ça peut représenter plus. Donc les 30% sont un seuil minimal qu'on vous demande, qu'on exige. Mais si une année vous dépassez parce que vous faites plus de formations interpro ou parce qu'il y a l'évaluation qui est lancée, vous pouvez tout à fait. Est-ce qu'il y en a qui voudraient prendre la parole ou on est que sur des questions écrites? Mais je ne sais pas si des gens veulent prendre la parole. Et oui, les 30%, Madame Cochebray, c'est bien annuellement. Enfin, oui, c'est bien annuellement pour chaque année d'exécution. Alors, je sais pas, je peux vous inviter pour les personnes qui souhaiteraient poser des questions à l'oral à lever la main sur l'onglet qui s'affiche. Et si on ne les atteint pas, Eh bien, il faut les atteindre. Après, on est conscient que c'est pas forcément d'une année à l'autre, mais il faut voir aussi la dynamique. C'est-à-dire qu'on a nous noté ou des cités où il y avait ou des territoires où il n'y a pas du tout de dépenses d'ingénierie et on a estimé au niveau de la coordination nationale que c'était pas forcément une réponse adéquate par rapport à la démarche même des cités qui est quand même de travailler sur les méthodes de travail, etc. Et dans les frais d'ingénierie, faut penser aussi qu'il y a notamment les postes de CPO. Donc si vous n'avez pas du tout de frais d'ingénierie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de CPO, qu'il n'y a pas d'évaluation de fait, il n'y a pas de formation interprofessionnelle. Voilà, ça pose quand même des questions sur la démarche même des cités éducatives. Donc voilà, on va pas vous dire que il
voilà, si vous êtes proche des 30%, enfin, on sent que c'est une démarche, hein, aussi. Il faut voir aussi la progression. Ça peut être que vous, cette année, si vous en êtes loin, ça fait un peu plus, et l'année prochaine, un peu plus. Voilà, mais c'est vraiment un seuil minimal qu'il faut en tout cas essayer d'atteindre le plus vite, entre guillemets, possible. Et oui, donc ça veut dire peut-être moins d'action ou Mm. en tout cas une réflexion sur ces sujets-là, mais le volet ingénierie est évidemment au service de la qualité des actions que vous allez proposer derrière, en formant les professionnels, en créant du collectif et une dynamique, vous allez en tout cas avoir des effets sur la qualité des actions portées sur votre territoire. Madame Tortora aurait une question orale. Je vous invite à prendre la parole. Je vous remercie. Oui, ça concerne effectivement ces 30% d'ingénierie qui, à chaque fois, me posent problème. En réalité, parfois, il y a des formations interprofessionnelles qui se font à titre gratuit, qui relèvent du partenariat propre de la cité éducative, en fait, de son fonctionnement. Et j'ai toujours beaucoup de mal à les valoriser, en fait. Comment on peut faire en sorte que ça apparaisse dans ces fameux 30% qui ne sont pas des dépenses, en fait, en réalité. Je veux dire que tout n'est pas financier dans les cités éducatives. Non, non, ouais, c'est possible de mettre effectivement dans la valorisation des événements. Après, sur le montant, ça, je vous avoue que. Alors, bah, sur la valorisation, vous pouvez le mettre dans la revue de projet, en tout cas l'indiquer hein, comme une action de formation. Ça ne rentrera pas en compte dans les 30%. Voilà, on a dû à un moment donné poser un seuil, ça a été celui-ci. On le note et on a bien en tête hein, votre retour. En revanche, voilà, vous pouvez toujours l'écrire et évidemment tout n'est pas financier et ça on est bien d'accord. Par contre, ce taux-là, il permet quand même ben, de contraindre d'une certaine manière à la mise en marche La dynamique. d'un travail voilà, sur l'ingénierie. Voilà, Et je merci. complète avec la question de Madame Blondiot, notamment sur les questions sur les échanges. Toutes ces informations-là sur les 30% sont disponibles dans la FAQ qui est également en ligne, pardon, et sur la note d'exécution financière aussi, qui sont en ligne, mais qu'on peut vous renvoyer si vous ne les trouvez pas, mais qui sont sur l'espace de la grande équipe. Est-ce qu'il y a d'autres... Oui, le webinaire Monsieur Mansuet est enregistré et il sera disponible en replay sans souci. Alors, on a une question sur la validation, je crois, de la revue de projet en COTEC ou en COPIL. Ouais. Mais Je ça, sais c'est pas. vous qui voyez en local. Voilà. Nous, on n'impose pas, comme disait Nina tout à l'heure, on n'impose pas un cadre, c'est vraiment en local, au niveau de votre cité, ça dépend des territoires et de votre organisation. Ça, vraiment, on peut pas, il n'y a pas de règle générale. Et de toute façon, sur les questions un peu de dépenses ou autres, on vous conseille de revoir la note d'exécution financière et la FAQ, puisqu'il y a vraiment beaucoup déjà de réponses à vos questions. De toute façon, si il n'y a pas les réponses à vos questions dans ces documents, faut pas hésiter à nous envoyer un mail à nous à l'adresse générique et on vous répond assez rapidement, normalement, sauf si votre question est très très pointue et très technique. Des fois, on peut mettre un petit peu plus de temps, mais en tout cas, on essaie de vous répondre au mieux. Moi, j'avais une question aussi de Monsieur Frécinel. Sur le fonds de la cité, faut-il justifier des actions déposées dans le cadre des 30 000 € ou seulement des 15 000 €? Il faut tout justifier, c'est bien ça? Sur la justification des crédits, on demande bien une distinction, enfin, on demande l'enveloppe globale sur la revue de projet avec la répartition, vous le verrez dans le tableau P147 et P230. Donc, quand vous allez aller sur l'application Swing, vous allez voir, c'est assez intuitif. On vous demande bien l'utilisation des crédits P147 et P230. Voilà. Après, il y avait une petite remarque, je crois, de chef de file de Bédario. Je pense que c'est plutôt pour toi, Saïda. Oui. Il est difficile d'utiliser une enveloppe quand elle est attribuée très tardivement. On le sait, cette année, ça a été très tardif. Nous ne disposons pas encore du P230 en 2025. Alors, j'ai répondu, je ne sais pas si tout le monde Ah, voit, mais ah oui, j'ai répondu voilà, de contacter la référente académique ou de me contacter directement, puisqu'effectivement, nous avons délégué les crédits début juillet.
Peut-être n'avez-vous pas encore transmis la convention de mutualisation qui, peut-être pour certaines académies, est une condition à la délégation des crédits à l'EPLE. Je n'ai pas connaissance de ce cas de figure-là, mais c'est peut-être ce qui bloque. Mais a priori, on a été sollicité normalement également lors du séminaire d'accueil des nouvelles cités éducatives le 15 septembre dernier. Et voilà, on a été alerté sur ce point. On a contacté les académies et les crédits euh, ont été délégués. Alors, je ne sais pas si la question, il me semble que le versement est conditionné à la signature de la convention, donc je suppose de la convention de mutualisation. En tout cas, ça dépend vraiment des. C'est la DSDN 34 qui pose cette question, ou enfin qui confirme ou infirme, je ne sais pas. En fonction des territoires, certaines académies délèguent les crédits à l'EPLE avant même la signature de la convention de mutualisation. Donc, il faut vraiment vérifier. Ça, c'est Bédarieux, c'est l'académie de Montpellier. Et à ma connaissance, voilà, pour les autres cités éducatives, on n'a jamais été alerté sur ce point et les crédits sont délégués enfin, normalement, avant même d'avoir la convention de mutualisation. Mais peut-être parce que vous êtes une nouvelle cité labellisée, le processus a été modifié. Mais n'hésitez pas à me contacter directement. J'ai laissé mon numéro de téléphone dans le chat. Petite question de Madame Camano sur l'ingénierie et les frais de gestion de l'agence comptable. Non, non, les frais d'ingénierie n'ont pas vocation à financer du fonctionnement, on va dire, classique de l'agence comptable, donc photocopie, abonnement téléphonique ou autre. C'est vraiment pour des actions de formation interpro, le poste de CPO, l'évaluation, la communication, des choses comme ça. Mais vraiment, on n'est pas sur du fonctionnement courant. Peut-être pour anticiper des futures questions qui seraient amenées à arriver lorsque vous allez remplir. Fiona l'a déjà dit, mais peut-être avant de qu'on se quitte, vous le redire, hein. Sur la première partie, vous avez bien un lien individuel, donc faites bien attention quand voilà, vous pouvez le remplir en plusieurs fois, mais en tout cas le lien il est personnel. Ça ne fonctionnera pas si vous le partagez largement. Et sur la deuxième partie, sur les actions, euh, je sais plus ce que je voulais vous dire. Alors là, je viens d'avoir un trou. Oui, sur le deuxième référent de saisie, en fait, de manière générale, en fait, si vous rencontrez n'importe quelle difficulté, si vous rentrez par exemple 2 fois la même action parce que vous avez eu un problème de déconnexion, que sais-je, rien n'est irréversible. Voilà, il n'y a pas de souci, vous nous envoyez directement un mail sur la boîte, nous, on fera ce qu'il faut pour corriger ça. Vous n'aurez pas la possibilité, vous, de supprimer des choses que vous auriez remplies. Ce qu'on vous conseille vraiment vivement, c'est de faire en fait les choses en amont avec les trames que vous avez reçues par mail, que ce soit sur la première partie ou sur la deuxième partie. Et ce sera beaucoup plus simple ensuite, vous aurez juste à faire de la saisie en fait, et ça évite tous ces dysfonctionnements qui sont bien embêtants quand vous êtes en plein travail de remplissage. Voilà. On a, alors, au niveau de Boulogne-sur-Mer, nous avons un CPO Ville, un CPO Éducation nationale. Nous devons valoriser les deux postes. Dans le questionnaire, on vous demande vos CPO et notamment par qui ils sont portés. Donc, au niveau ville ou Éducation nationale ou autre structure. Donc, ça, c'est demandé dans le questionnaire. Donc, vous renseignerez à ce niveau-là. Pour toujours l'ingénierie, beaucoup de questions sur l'ingénierie. L'ingénierie est inscrite comme des actions. Oui, alors techniquement, effectivement, hein, les actions de formation, il faudra qu'on les retrouve dans le volet 2 de la partie 2, actions. Les actions dans la partie 2 ne sont pas que les actions envers le public, hein. Ce sont toutes les actions et les actions de formation sont à y être aussi, hein, vu que c'est sur les crédits notamment. Cité éducative est valorisée au titre de la cité éducative. Ils sont à mettre également à ce niveau-là. Fiona, juste, on a eu une réponse sur la délégation des crédits Oui. alors je ne sais pas si Sébastien ou Sabine Faure, la DSDEN 34. Donc, quand vous précisez, je parlais de la convention cadre, les crédits ont été délégués et normalement, on n'attend pas la signature de la convention cadre. Je parle sur tout contrôle, Fiona et Nina. Mais voilà, si vous voulez prendre la parole pour peut-être préciser la question. Monsieur ou Madame Faure.
je pense que les crédits ont déjà été délégués au DRETS et il n'y a pas de souci de délégation de crédit, même si la convention cadre n'est pas encore arrivée, sauf si la dette a posé ce principe comme préalable. Voilà, je pense qu'on a fait le tour des questions. De toute façon, vous verrez quand vous aurez on va vous envoyer, donc comme on vous a dit, les liens vont être envoyés pour ceux qui ont envoyé leur référent de saisie aujourd'hui ou demain. Vous verrez. S'il y a le moindre souci technique ou autre, vous n'hésitez pas à nous contacter sur l'adresse générique. Nous, on va vous mettre le replay du webinaire, mais aussi le PowerPoint de présentation sur la grande équipe. À retrouver également la FAQ et la note d'exécution financière où vous avez déjà beaucoup de réponses à vos questions. N'oubliez pas de vous inscrire sur l'annuaire pour ceux qui ne seraient pas dedans. Oui, oui, le lien annuaire, pareil, sur la grande équipe, il y a un document qu'on vous a mis en place qui recense tous les liens d'inscription, annuaire et newsletter notamment, mais aussi les canaux de diffusion que nous avons au niveau de la coordination nationale, à savoir l'espace sur la grande équipe, la chaîne YouTube, etc. Donc, il est disponible. Si vous ne le trouvez pas, envoyez-nous un petit mail, on vous enverra ça. Le référent de saisie, vous envoyez sur l'adresse générique citééducative@anct.gouv.fr, l'adresse mail générique. Voilà. Euh, je pense que c'est à peu près tout. Voilà, Nina vous a mis le lien vers l'annuaire. Euh, mais sinon, c'est à peu près tout. Et de toute façon, on reste à votre disposition après ce webinaire si vous avez des questions. Pour le personnel éducation nationale, vous retiendrez bien donc dans vos agendas la date du 7 novembre, comme l'a signalé Saïda, pour parler fonds de la cité et autres, parce que je pense que vous avez pas mal de questions encore dessus, auxquelles ils répondront ce jour-là. Horaire à confirmer, hein, c'est ça, Saïda, ce que tu nous disais tout à l'heure. Et puis voilà, on vous souhaite un bon remplissage pour cette revue de projet. On sait que c'est un exercice qui est assez fastidieux mais c'est en même temps un exercice qui est assez intéressant, même pour vous aussi, de faire un point d'étape annuel. On pense que c'est important et c'est pas que pour nous qu'on fait cette revue de projet. C'est aussi, il faut le prendre aussi comme vraiment un point d'étape pour vous et dans la démarche et la dynamique de votre cité. Et donc, on vous souhaite un bon remplissage et n'hésitez pas si vous avez besoin. En tout cas, on reste à disposition. À très bientôt, au revoir. Merci à tous et toutes. Au revoir. Au revoir.